Faites venir le propriétaire, tout de suite, a hurlé mon père dans le club privé. Elle n'a rien à faire ici. Ma mère a ajouté, faites-la sortir immédiatement. Je suis restée silencieuse. Le directeur a souri, Madame, comment souhaitez-vous gérer l'adhésion de votre famille? Leurs visages se sont décomposés. Je suis Sophie Dubois, 35 ans, figée sur place alors que mon père pointe un doigt accusateur vers moi à travers la salle de bal du country club. 5 ans se sont écoulés depuis qu'ils m'ont renié, mais leur dégoût reste intact. Ma mère chuchote de manière pressante au directeur tout en jetant des regards nerveux à leurs amis. Ils sont loin de se douter qu'après des années de lutte et de détermination, je suis maintenant propriétaire de l'établissement même qu'ils vénèrent. Le club où ils m'ont autrefois humilié est à moi. Leur exigence de parler au propriétaire est sur le point de se retourner contre eux de façon spectaculaire. Grandir dans la famille Dubois signifiait comprendre que l'apparence était tout. Notre immense maison dans le quartier le plus prestigieux de Lac-sur-Seine était moins un lieu de réconfort qu'une vitrine pour mes parents afin d'exposer leur réussite. Mon père, Richard Dubois, avait bâti sa fortune dans la promotion immobilière commerciale, et ma mère, Éléonore, consacrait sa vie à maintenir l'image de notre famille à travers des galas de charité et des comités mondains. De l'extérieur, nous étions la parfaite famille française de cartes postales. De l'intérieur, nous étions tout sauf cela. Le country club de Lac-sur-Seine représentait le summum de la société locale. L'adhésion était exclusive, les listes d'attente s'étalaient sur des années, et les cotisations annuelles auraient pu payer des années d'études supérieures. Mes parents en étaient membres depuis avant ma naissance, et le club est devenu la scène de beaucoup de nos drames familiaux. J'étais la déception perpétuelle, le mouton noir qui posait des questions gênantes au dîner et portait les mauvais vêtements aux événements formels. Pourquoi était-ce si important de savoir quelle famille avait donné le plus pour l'aile de l'hôpital? Pourquoi avions-nous besoin de 3 maisons de vacances alors que nous en utilisions à peine une? Ces questions me valaient des trajets en voiture silencieux et de longs sermons sur la réputation de la famille. Ma sœur cadette, Jessica, en revanche, était l'enfant prodige. De 3 ans ma cadette, elle comprenait intuitivement les règles non écrites de notre cercle social. Elle portait les bons vêtements, disait les bonnes choses et sortait avec les bons garçons des bonnes familles. Tandis que je luttais à contre-courant, Jessica flottait sans effort, gagnant l'approbation de nos parents à chaque sourire parfait et commentaire approprié. Les brunchs du dimanche au country club étaient devenus un exercice hebdomadaire d'humiliation. Mon père critiquait ma posture en me présentant à ses associés. Ma mère soupirait bruyamment lorsque je commandais le mauvais plat ou que j'oubliais de complimenter Madame Bernard sur son nouveau collier de perles. Quand j'ai eu 16 ans, mon père a annoncé qu'il m'avait arrangé un stage dans la société d'investissement de son ami Joseph Roy. J'avais parlé d'étudier la photographie à l'université, un projet que mon père considérait comme un passe-temps, pas une carrière. J'entends encore sa voix, contrôlée mais froide. Ta place dans cette communauté s'accompagne de responsabilités, Sophie. Les Dubois sont des leaders, pas des artistes fauchés. Tu feras ce stage. Ma mère était plus subtile mais tout aussi contrôlante. Elle entrait dans ma chambre avec des catalogues des bonnes universités, les laissant négligemment sur mon bureau. Quand j'ai ramené à la maison un garçon de mon cours d'art dont le père était professeur de lycée, elle m'a prise à part pour me rappeler que si la charité était admirable, les fréquentations devaient être stratégiques. Le point de rupture est survenu peu après mon 22e anniversaire. Je venais d'obtenir mon diplôme d'une école de commerce choisie par mes parents, et ils s'attendaient à ce que j'accepte un poste dans l'entreprise de mon père. Au lieu de cela, j'ai annoncé mon intention de lancer ma propre entreprise en ligne de vente de produits artisanaux créés par des créateurs indépendants. Mon père a explosé. Tu veux être une vendeuse sur Internet? Après tout ce que nous t'avons donné? Son visage avait pris cette teinte violacée dangereuse qui annonçait toujours le pire. Ma mère a adopté une approche différente. Chérie, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Peut-être que tu pourrais poursuivre ce petit projet comme un hobby après tes heures de travail. Tu sais, ton père a déjà parlé à tout le monde de ton nouveau poste. Mais je suis resté ferme. J'avais passé 4 ans à étudier le commerce tout en développant secrètement mes connaissances en e-commerce et en marketing numérique. J'avais des économies prévues grâce à des petits boulots que je leur avais cachés et un besoin désespéré d'échapper à leur contrôle. L'ultimatum est tombé rapidement. Accepter le poste chez Dubois Promotion ou perdre ta voiture, tes cartes de crédit, ton assurance maladie et, plus douloureusement, ta famille. Pour eux, il était inconcevable que je choisisse l'indépendance plutôt que leur soutien financier.
Le jour où j'ai quitté la maison familiale a été la dernière fois que j'ai vu mes parents ou Jessica pendant 5 ans. Mon père a refusé de m'aider à porter les cartons jusqu'à ma voiture. Ma mère est restée dans sa chambre, incapable d'assister à ma trahison. Seule Jessica m'a glissé un mot avec son numéro de téléphone, me chuchotant de l'appeler un jour. Mais même elle n'a pas pris ma défense ni offert son aide. Elle avait trop à perdre. Quand je suis parti en voiture ce jour-là, le poids du rejet m'a écrasé la poitrine. Je savais que le choix serait difficile, mais rien ne m'avait préparé à la rupture absolue des liens familiaux. Pas d'appel pour les anniversaires, pas d'invitation pour les fêtes. J'ai été effacé de la famille Dubois aussi complètement que si je n'avais jamais existé. Le premier appartement que j'ai pu me permettre était un studio avec une kitchenette dans un quartier de la ville que mes parents ne visiteraient jamais. Le lavabo de la salle de bain fuyait. Les voisins se disputaient bruyamment à 3 heures du matin, et tout l'espace était plus petit que mon ancienne chambre, mais il était à moi, payé avec mon propre argent, et cela le rendait précieux. Ces premiers jours ont mis ma détermination à l'épreuve de manière que je n'avais jamais imaginée. Mon plan d'affaires, qui semblait si solide en théorie, a été confronté aux dures réalités des coûts de démarrage, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de ma propre inexpérience. J'ai pris un travail de serveuse dans un bistrot en semaine et de barmaid le week-end, travaillant sur mon entreprise pendant les heures restantes. Le sommeil est devenu un luxe. Les repas étaient souvent ce qu'il y avait de moins cher à l'épicerie. Le contraste entre ma nouvelle vie et la richesse dans laquelle j'avais grandi était saisissant et parfois écrasant. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, me demandant si j'avais fait une erreur catastrophique. 6 mois après mon indépendance, j'étais dangereusement à court d'économie lorsqu'une cliente du bistrot a tout changé. Diane Chevalier avait la cinquantaine, une chef d'entreprise autodidacte qui a laissé un pourboire généreux et sa carte de visite après que nous ayons passé toute sa pause déjeuner à parler d'entrepreneuriat. Appelez-moi si vous voulez des conseils de quelqu'un qui a bâti quelque chose à partir de rien, avait-elle dit. Quelque chose dans son attitude confiante mais bienveillante me rappelait la femme que je voulais devenir. Diane est devenue le mentor dont j'avais désespérément besoin. Elle a examiné mon plan d'affaires avec une honnêteté brutale, soulignant les défauts que j'avais manqués et les opportunités que j'avais négligées. Sous sa direction, j'ai réorienté mon modèle économique, me concentrant sur un segment de marché plus étroit avec moins de concurrence. Elle m'a présenté à des fournisseurs, m'a appris à négocier, occasionnellement, lorsque les temps étaient particulièrement durs, me trouvait des petits boulots à faire dans son bureau. Ma première tentative de lancement a tout de même échoué de manière spectaculaire. Le site web a planté le jour du lancement. La gestion des stocks était un cauchemar, et j'ai perdu de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre. J'ai passé tout un week-end recroquevillé dans mon appartement, alternant entre les larmes et l'engourdissement. Mais l'échec s'est avéré être mon plus grand professeur. J'ai analysé chaque erreur, reconstruit mes systèmes et abordé le deuxième lancement avec une sagesse durement acquise. Lentement, les commandes ont commencé à arriver. Pas assez pour quitter mes autres emplois, mais assez pour maintenir le rêve en vie. Pendant ces luttes, j'ai fait une autre rencontre qui allait s'avérer vitale. Alex Martinez travaillait au bar où je prenais des services du soir. Contrairement aux amis qui s'étaient éloignés lorsque j'ai perdu mon statut familial, Alex m'a vu au plus bas et a quand même choisi de rester. Nous fermions le bar ensemble, puis nous restions assis à parler jusqu'à l'aube de nos rêves et de nos peurs. Alex est devenu la famille que j'ai choisie plutôt que celle dans laquelle je suis né. Je gardais une petite boîte de souvenirs de ma vie d'avant. Une photo de famille de vacances quand j'avais 16 ans, avant que les pires conflits ne commencent. Un bracelet que ma sœur m'avait offert pour mon 18e anniversaire. Je sortais parfois ces objets, les étudiant comme des artefacts d'une autre vie. Le plus dur était le silence. Pas un seul appel de mes parents, pas même pour vérifier si j'étais en vie. À l'anniversaire de mon reniement, j'ai enfreint ma propre règle et j'ai regardé les comptes de réseaux sociaux de ma famille. Ils étaient là, souriant au gala annuel du Country Club de Lac-sur-Seine, mon père recevant un prix pour son leadership communautaire, ma mère dans une robe de créateur, Jessica fièrement à leur côté. C'était comme si la famille n'avait jamais eu de seconde fille. La douleur de cet effacement m'a alimenté. Chaque rejet et chaque échec en affaires semblaient mineurs comparés à la survie à l'abandon familial. Si je pouvais endurer cela, je pouvais tout endurer. Ma détermination s'est transformée en quelque chose d'incassable. À la fin de ma 2e année d'indépendance, mon entreprise en ligne générait enfin suffisamment de revenus pour que je puisse réduire mes heures au bistrot. À la 3e année,
j'ai pu quitter complètement mes seconds emplois et me concentrer uniquement sur la croissance de mon entreprise. Le minuscule studio a laissé place à un modeste 2 pièces. Les dîners de nouilles instantanées étaient parfois remplacés par de vrais repas. Pourtant, même si ma situation extérieure s'améliorait, je luttais avec un conflit intérieur. Une partie de moi voulait désespérément réussir pour prouver à mes parents qu'ils avaient tort. Une autre partie détestait le fait que je désirais encore leur approbation. Après tout, je voulais croire que je construisais ma vie pour moi-même, et non en réaction à leur rejet. Certaines nuits, je n'étais pas sûr de savoir quelle motivation était la plus forte. Vers la fin de la vingtaine, ce qui avait commencé comme un petit site de e-commerce était devenu le collectif artisanal, une plateforme florissante mettant en relation des créateurs indépendants avec des consommateurs à la recherche de produits authentiques faits à la main. L'entreprise avait dépassé ma vision initiale. Elle offrait désormais non seulement de la vente au détail, mais aussi des ateliers, des commandes personnalisées et des services de conseil pour les artistes souhaitant développer leur marque. Ma petite équipe est passée à 15 employés. Le bureau est passé d'un espace de coworking partagé à notre propre suite dans un immeuble en centre-ville. La stabilité financière, que j'avais autrefois pensé mettre des décennies à atteindre, est arrivée bien plus tôt que prévu. Avec les conseils de Diane, j'ai commencé à faire des investissements prudents. D'abord en actions, puis dans de petits biens immobiliers commerciaux. J'étudiais les tendances du marché de manière obsessionnelle, déterminé à construire une richesse sûre et diversifiée. L'ironie d'utiliser les leçons apprises en observant mon père ne m'a pas échappé, bien que mon approche mette l'accent sur des pratiques commerciales éthiques, ce que la sienne n'avait jamais fait. Le moment décisif est venu lorsque j'ai reçu une offre pour acquérir le collectif artisanal pour plusieurs millions d'euros. Après des semaines de négociations et de profondes réflexions, j'ai accepté un accord qui me permettait de conserver un rôle important dans l'entreprise tout en me fournissant le capital nécessaire pour poursuivre de nouvelles entreprises. La petite fille à qui on avait dit qu'elle échouerait sans le soutien de sa famille était maintenant financièrement indépendante au-delà de ce que même mes parents auraient pu lui fournir. Cette connaissance reposait dans ma poitrine comme une flamme chaude et constante. C'est à cette époque que des nouvelles de ma ville natale ont attiré mon attention. J'avais délibérément évité les ragots locaux, mais Alex, qui y avait encore des relations, a mentionné que le country club de Lac-sur-Seine était, selon les rumeurs, en difficulté financière. L'économie avait changé. Les jeunes familles riches étaient moins intéressées par les clubs traditionnels et le nombre de membres avait diminué de façon constante. La curiosité a pris le dessus. Par le biais de contacts professionnels, j'ai discrètement enquêté sur la situation et découvert que les rumeurs étaient vraies. Thomas Fournier, le propriétaire âgé qui avait dirigé le club pendant 4 décennies, cherchait à prendre sa retraite et avait du mal à trouver un acheteur prêt à entretenir la propriété plutôt qu'à la redévelopper. Une idée a germé dans mon esprit. Au début, je l'ai rejeté comme un fantasme de vengeance mesquin, mais plus j'examinais le dossier commercial, plus l'opportunité semblait légitime. Le club avait une bonne structure et une importance historique. Avec des équipements modernisés et une approche plus inclusive de l'adhésion, il pourrait à nouveau prospérer. J'ai organisé une rencontre avec Thomas par l'intermédiaire d'un intermédiaire, me présentant comme une investisseuse anonyme. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau au club, les souvenirs ont afflué. Les terrains manucurés où mon père m'avait appris à jouer au golf tout en critiquant chacun de mes mouvements. La salle à manger où ma mère avait un jour corrigé publiquement mes manières à table. Les vestiaires où je m'étais changé pour les leçons de natation, toujours consciente de ne pas être à ma place parmi les autres filles de membres. Thomas était un homme aimable approchant les 80 ans qui aimait sincèrement le club et son histoire. Pendant 2 heures, il a partagé ses préoccupations concernant la recherche du bon acheteur qui préserverait les traditions du club tout en apportant la modernisation nécessaire. Je vais être honnête avec vous, dit-il en se penchant en avant. J'ai eu des offres plus élevées de promoteurs qui raseraient cet endroit pour des appartements de luxe, mais ce club a été l'œuvre de ma vie. Je ne pourrais pas supporter de le voir détruit. Les négociations ont duré des semaines. J'ai insisté sur une confidentialité totale, utilisant une société holding pour masquer mon identité. Thomas était initialement réticent mais a été convaincu de ma sincérité lorsque j'ai exposé ma vision pour honorer l'histoire du club tout en le rendant viable pour l'avenir. Quand j'ai finalement signé les papiers faisant de moi la nouvelle propriétaire du country club de Lac-sur-Seine, je suis resté assise seule dans ma voiture et j'ai pleuré. C'étaient des larmes complexes, mêlées de justification, de tristesse et d'un étrange sentiment d'avoir bouclé la boucle. Je me suis retrouvé face à un dilemme éthique concernant mon anonymat en tant que propriétaire.
Une partie de moi voulait annoncer immédiatement mon acquisition, imaginant le choc de mes parents. Mais la partie la plus sage a reconnu que cela reviendrait à agir depuis le même lieu de blessure qui m'avait animé pendant des années. Au lieu de cela, j'ai décidé de laisser la qualité de ma gestion parler d'elle-même, du moins au début. J'ai engagé Martin Renaud comme directeur du club, un professionnel expérimenté qui avait travaillé dans des clubs prestigieux à travers le pays. Lors de son entretien, j'ai été direct sur mon passé. Les anciens propriétaires de ce club m'ont un jour fait sentir que je n'étais pas la bienvenue, ai-je expliqué. Je veux créer un environnement qui maintient l'excellence tout en élargissant la définition de ceux qui y ont leur place. Martin s'est avéré non seulement compétent mais aussi visionnaire. Ensemble, nous avons mis en œuvre des changements prudents. Le code vestimentaire guindé a été légèrement assoupli. Le comité d'adhésion a élargi ses critères au-delà des noms de famille et des comptes en banque pour inclure les contributions à la communauté et le caractère. Les options de restauration se sont étendues au-delà de la cuisine traditionnelle de club. Plus important encore, nous avons créé des adhésions bourses pour des jeunes prometteurs issus de milieux divers. Les changements ont été assez progressifs pour ne pas aliéner les membres de longue date, mais assez significatifs pour en attirer de nouveaux. Le nombre de membres a commencé à augmenter pour la première fois depuis des années. Les finances du club se sont stabilisées, puis ont prospéré. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu mon anonymat, visitant principalement en dehors des heures d'ouverture ou pour des réunions privées avec Martin. Grâce à des enquêtes discrètes, j'ai appris que ma famille restait des membres actifs, traitant toujours le club comme leur seconde maison. Mon père siégeait dans des comités. Ma mère organisait des événements caritatifs. Et Jessica, maintenant mariée au fils d'une autre famille éminente, amenait ses enfants aux leçons de natation. Le fait qu'ils continuent leur vie sans être conscients de mon lien avec leur institution bien-aimée créait une étrange tension en moi. Pendant des mois, j'ai débattu entre me révéler ou simplement continuer en tant que propriétaire silencieuse, trouvant satisfaction dans ma connaissance privée. Puis vint l'annonce du gala du 50e anniversaire du club. En tant que propriétaire, je serais attendu. La décision ne pouvait plus être reportée. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de me cacher, de revendiquer ma place, non pas avec colère ou vengeance, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait bâti son propre succès. La nuit précédant le gala, j'ai à peine dormi, répétant des scénarios possibles dans ma tête. Ma famille serait-elle même là? Comment réagirais-je en les voyant? Garderais-je mon sang-froid ou 5 ans d'émotion refoulée me submergeraient-ils? Au matin, je n'avais pas de réponse, seulement la certitude qu'éviter cette confrontation signifierait que je n'avais pas complètement guéri. Le soir du gala est arrivé, chaud et clair, un temps parfait pour le cocktail en plein air précédant le dîner formel. J'ai choisi ma tenue avec soin. Une robe bleu nuit, élégante sans être ostentatoire, professionnelle mais féminine. Mes cheveux, autrefois longs pour plaire à ma mère, étaient maintenant coupés en un carré audacieux qui encadrait mon visage. En me maquillant, j'ai étudié mon reflet. La jeune fille effrayée qui avait quitté la maison familiale 5 ans plus tôt avait été remplacée par une femme qui se tenait fermement dans son propre pouvoir. Martin s'était arrangé pour que j'arrive par une entrée privée, me permettant d'observer le rassemblement avant de faire mon entrée. D'une fenêtre du premier étage donnant sur la terrasse, j'ai regardé les membres arriver dans leurs plus beaux atours. La scène était exactement comme je m'en souvenais lors des innombrables événements de ma jeunesse, les mêmes rires étudiés et bises en l'air, le même regroupement par rang social. Et puis je les ai vus. Mon père, ses cheveux maintenant plus gris que noirs, dans un smoking parfaitement taillé. Ma mère, toujours aussi mince, dans une robe conservatrice mais chère, des diamants scintillant à son cou et à ses oreilles, et Jessica, magnifique en vert profond, tenant la main de son mari tout en parlant avec animation à un autre couple. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que Martin pouvait l'entendre alors qu'il se tenait respectueusement à proximité, attendant mon signal. 5 ans d'absence condensés en un seul moment de reconnaissance. Ils avaient l'air plus âgés, mais essentiellement inchangés, jouant toujours leur rôle dans la performance sociale qui avait été leur vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il est temps, ai-je dit à Martin, ma voix plus stable que je ne le sentais. Mon entrée n'a pas été spectaculaire. Je suis simplement entré dans la salle de bal par les portes principales, j'ai accepté une coupe de champagne d'un serveur qui passait, et j'ai commencé à circuler parmi les invités. Martin m'avait présenté à de nombreux membres lors de réunions privées au cours des derniers mois, et ils m'ont accueilli chaleureusement, ignorant mon histoire avec le club. J'ai gardé mon sang-froid en bavardant,
tout en étant parfaitement consciente de la présence de ma famille de l'autre côté de la pièce. Le moment de la reconnaissance est venu de ma mère en premier. Je parlais avec un couple de personnes âgées, membres fondateurs, quand je l'ai vu se figer au milieu d'une conversation, sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux se sont agrandis, puis se sont plissés. Elle a touché le bras de mon père et lui a chuchoté de manière pressante. Il s'est retourné, a balayé la salle du regard et a croisé le mien. Le choc brut sur son visage s'est rapidement transformé en quelque chose de plus dur, une colère familière qui avait dominé mon enfance. Il s'est excusé auprès de ses interlocuteurs et a commencé à se diriger vers moi, suivi de ma mère et de Jessica. J'ai poliment mis fin à ma conversation avec le couple âgé et j'ai tenu bon, le cœur battant à tout rompre mais la posture droite. Sophie. La voix de mon père était basse mais tendue, contenant à peine sa colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue, son sourire social fermement en place, bien que ses yeux soient paniqués. C'est un événement privé, chéri, réservé aux membres et aux invités. Plusieurs conversations à proximité se sont tues, les gens sentant la tension. Mon père, toujours soucieux des apparences, a remarqué la tension et a baissé la voix, se penchant vers moi. Tu dois partir immédiatement. Tu n'as aucun droit d'être ici. Après avoir tourné le dos à cette famille. Ces mots étaient familiers, le même rejet qu'il avait utilisé quand j'avais quitté la maison. J'ai gardé mon calme. En fait, j'ai tout à fait le droit d'être ici. Le visage de mon père s'est assombri. Tu as toujours été têtu, toujours obligé de faire une scène. Il a regardé autour de lui, a repéré Martin à proximité et l'a appelé impérieusement. Excusez-moi, monsieur le directeur. Nous avons un problème. Martin s'est approché avec un calme professionnel. Oui, monsieur Dubois. Comment puis-je vous aider? Mon père m'a désigné du doigt comme si j'étais une intruse. Cette jeune femme n'est pas membre et n'est pas la bienvenue à cet événement. Veuillez la raccompagner dehors immédiatement. Ma mère a ajouté sa voix, douce mais les yeux froids. Nous nous excusons pour le dérangement. Des affaires de famille. Vous comprenez? Elle n'a rien à faire ici. Jessica est restée silencieuse, regardant alternativement nos parents et moi avec une expression indéchiffrable. Martin a maintenu son attitude professionnelle. Je crains qu'il n'y ait un malentendu, monsieur Dubois. Pas de malentendu, l'a interrompu mon père, la voix montant légèrement. Faites venir le propriétaire, tout de suite. Elle n'a rien à faire ici, a ajouté ma mère avec une urgence croissante, faites-la sortir immédiatement. La scène avait maintenant attiré une attention considérable. D'autres membres regardaient ouvertement, certains avec curiosité, d'autres avec le plaisir à peine dissimulé que les gens prennent souvent à assister au malaise social des autres. Je suis resté silencieuse pendant cet échange, un calme étrange s'installant en moi. Le moment que j'avais à la fois redouté et anticipé pendant 5 ans se déroulait, et d'une manière ou d'une autre, je me sentais plus centré que je ne l'avais prévu. Le jugement dans les yeux de mes parents n'avait plus le pouvoir de me détruire. Martin m'a regardé avec un signe de tête respectueux, me demandant silencieusement la permission de continuer. J'ai fait un léger signe de tête en retour. Il s'est tourné vers mon père avec une parfaite courtoisie professionnelle. Monsieur, peut-être pourrions-nous en discuter plus en privé. Mon père n'a rien voulu savoir. Son visage avait pris la rougeur qui signalait que sa colère était à son comble. Non, nous en discuterons ici même. Faites venir le propriétaire, maintenant. Je suis membre de ce club depuis 30 ans, et j'exige que cette situation soit réglée immédiatement. Martin a hoché la tête, puis s'est tourné vers moi avec un petit sourire dont seul moi pouvais comprendre la signification. Ces mots ont tout changé. Madame, comment souhaitez-vous gérer l'adhésion de votre famille? Le temps a semblé s'arrêter. Le bourdonnement des conversations autour de nous s'est éteint. L'expression de mon père est passée de la colère vertueuse à la confusion. Ma mère s'est figée, son sourire social toujours en place, mais ses yeux passant de Martin à moi alors qu'elle comprenait les implications de sa question. Jessica a eu un hoquet audible, sa main se levant pour couvrir sa bouche. J'ai pu voir le moment exact où la compréhension a éclairé le visage de mon père. Son teint est passé du rouge de la colère au blanc du choc. La prise de ma mère sur sa coupe de champagne s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Qu'est-ce que vous avez dit? La voix de mon père avait perdu son ton autoritaire, remplacé par l'incrédulité. Martin a maintenu son attitude professionnelle.
J'ai demandé à mademoiselle Dubois comment elle souhaitait gérer votre adhésion, monsieur. En tant que propriétaire du country club de Lac-sur-Seine, cette décision lui appartiendrait. La foule environnante, qui avait fait semblant de ne pas écouter tout en absorbant clairement chaque mot, a inspiré collectivement. Quelqu'un a chuchoté assez fort pour être entendu. A-t-il dit la propriétaire? C'est impossible, a dit mon père, mais la certitude avait disparu de sa voix, ses yeux fixés sur moi, exigeant une explication. J'ai soutenu son regard fermement. Pendant 5 ans, j'avais imaginé ce moment, répété ce que je dirais, comment je me sentirais. La réalité était à la fois plus et moins spectaculaire que je ne l'avais prévu. C'est vrai, ai-je dit, ma voix calme et claire. J'ai acheté le club à Thomas Fournier l'année dernière. Martin s'occupe de la gestion quotidienne pendant que je me concentre sur les aspects commerciaux. Ma mère s'est rétablie la première, ses instincts sociaux prenant le dessus pour sauver la situation. Son expression s'est transformée en un sourire éclatant et faux. Sophie, chérie, quelle merveilleuse surprise. Elle s'est avancée comme pour m'embrasser, reconstruisant déjà la réalité en quelque chose qu'elle pouvait gérer. Tu aurais dû nous parler de cette merveilleuse réussite. J'ai fait un petit pas en arrière, évitant l'étreinte. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans, maman. Quand exactement aurais-je dû te le dire? Jessica est restée silencieuse, mais j'ai remarqué quelque chose changer dans son expression. Un mélange de surprise et de ce qui ressemblait presque à du respect. Mon père n'avait pas bougé, toujours en train de digérer la révélation. Ses yeux se sont plissés de suspicion. Comment as-tu pu te permettre d'acheter cet endroit? Son ton suggérait que j'avais dû faire quelque chose de malhonnête, la seule explication qu'il pouvait imaginer pour ma réussite. Plusieurs membres à proximité semblaient mal à l'aise face à sa grossièreté. Le drame de la famille Dubois devenait le divertissement involontaire de la soirée. J'ai bâti une entreprise, ai-je répondu simplement. Elle a plutôt bien marché. J'ai fait des investissements. Ce club en faisait partie. Un gentleman distingué plus âgé qui avait observé la scène s'est avancé. Richard, votre fille est modeste. Le collectif artisanal a révolutionné le marché pour les artistes indépendants. La vente Aventure Group a fait la une de tous les journaux économiques. Il m'a fait un signe de tête respectueux. Ma femme est une cliente depuis le début. Un modèle économique remarquable. Mon père n'avait clairement aucune idée de ce qu'était le collectif artisanal, mais il a reconnu le nom de Venture Group, l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays. Son expression a de nouveau changé, recalculant ma valeur selon les seuls termes qu'il comprenait vraiment, l'argent et le statut. Autour de nous, d'autres membres chuchotaient, faisant des rapprochements. La mystérieuse nouvelle propriétaire qui revitalisait le club était la fille reniée de Richard et Éléonore Dubois. C'était le genre de ragot qui alimenterait les conversations pendant des mois. Madame Leroy, une amie de longue date de ma mère, s'est approchée avec un sourire calculateur. Éléonore, vous ne nous avez jamais dit que votre fille avait autant de succès. Vous devez être si fière. Ma mère a instantanément changé de tactique, saisissant l'opportunité. Bien sûr que nous sommes fiers. Sophie a toujours été si indépendante, si déterminée. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que les autres écoutaient. Nous avons toujours su qu'elle tracerait sa propre voie. L'audace de ce mensonge m'aurait peut-être mise en colère autrefois. Maintenant, cela confirmait simplement ce que j'avais toujours su. La réalité de ma mère était ce qui servait son statut social à un moment donné. Je pense que nous devrions continuer cette conversation en privé, ai-je dit, gardant ma voix stable. Martin, pourriez-vous s'il vous plaît accompagner ma famille à mon bureau? Martin a hoché la tête. Bien sûr, mademoiselle Dubois. Mon père a semblé vouloir refuser, la fierté luttant contre la curiosité et la conscience des regards posés sur lui. La fierté a perdu, il a fait un signe de tête sec et a suivi Martin, ma mère et Jessica se mettant en marche derrière lui. En traversant le club, j'étais parfaitement consciente du renversement de situation. Toute ma vie, j'avais suivi mes parents dans ces couloirs, essayant de répondre à leurs attentes et échouant. Maintenant, ils me suivaient, incertains et déséquilibrés pour la première fois dont je me souvenais. Les membres s'écartaient, me saluant respectueusement de la tête tout en regardant ma famille avec un intérêt non dissimulé. Mon père marchait raidement, le dos droit comme un nid, comme toujours lorsqu'il se sentait défié. Ma mère maintenait son sourire social, saluant de la tête des connaissances comme si tout cela était parfaitement normal. Jessica marchait légèrement à l'écart de nos parents,
son expression pensive. Martin a ouvert la porte du bureau du propriétaire, un espace qui avait été le sanctuaire de Thomas pendant 4 décennies et qui était maintenant le mien. Il avait été redécoré subtilement, remplaçant les lourds meubles masculins par des pièces épurées et modernes, ajoutant des œuvres d'art des créateurs du collectif artisanal sur les murs. Des photos d'événements de reconnaissance du personnel et de programmes de sensibilisation communautaire avaient remplacé les vieilles gravures de chasse. « Veuillez vous asseoir », ai-je dit, désignant le coin salon près des fenêtres donnant sur le terrain de golf. « Quelqu'un veut-il boire quelque chose ?» Personne n'a répondu. Mon père est resté debout, examinant le bureau comme s'il cataloguait les changements. Ma mère s'est perchée sur le bord d'une chaise, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Jessica, après un moment d'hésitation, s'est assise sur la chaise la plus éloignée de nos parents. Martin a demandé tranquillement, « Aurez-vous besoin de quoi que ce soit d'autre, mademoiselle Dubois ?» J'ai secoué la tête. « Merci, Martin. Pourriez-vous vous assurer que le gala se déroule sans encombre ? Je vous rejoindrai quand nous aurons terminé ici. » Bien sûr, il a refermé la porte derrière lui, me laissant seul avec ma famille pour la première fois en 5 ans. Le silence s'est étiré entre nous, lourd d'accusations et de questions non dites. Je me suis déplacé vers mon bureau, non pas pour m'asseoir derrière, ce qui aurait créé une barrière trop grande, mais en m'appuyant contre le devant, une position d'autorité décontractée. Je ne m'attendais pas à ce que ces retrouvailles se passent ici, ai-je finalement dit, mais c'est peut-être approprié. Mon père a été le premier à briser le silence tendu, ses instincts d'homme d'affaires prenant le dessus. Combien as-tu payé pour cet endroit ? Son ton suggérait qu'il évaluait un investissement potentiel plutôt que de reconnaître l'énormité de nos retrouvailles. Cette information est confidentielle, ai-je répondu d'un ton égal, mais je vous assure que c'était un prix juste qui a satisfait à la fois Thomas et moi-même. Mon père a reniflé avec dédain. Thomas a toujours été trop tendre en affaires. Je lui ai dit il y a des années qu'il aurait dû développer la partie nord pour des appartements de luxe, il aurait pu doubler son argent. Le commentaire était si parfaitement caractéristique que j'ai failli sourire. Bien sûr, mon père réduirait ce moment à une discussion sur des opportunités de profit manquées. Le club est rentable sous ma direction, ai-je dit. Nous avons augmenté le nombre de membres tout en maintenant les traditions qui comptent. Ma mère, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement pris la parole. Chérie, a-t-elle commencé, sa voix prenant le ton mielleux qu'elle utilisait pour manœuvrer socialement. Nous sommes juste surpris. Tu as complètement disparu de nos vies. Elle a regardé Jessica comme pour chercher confirmation. Nous nous sommes inquiétés pour toi. La réécriture flagrante de l'histoire a ravivé une colère que je pensais depuis longtemps résolue. Vraiment ? Ai-je demandé, gardant ma voix égale avec effort. Pas une seule fois en 5 ans l'un de vous n'a appelé, envoyé un SMS ou un email pour vérifier si j'étais en vie. Ma mère a tressailli légèrement, mais s'est rapidement reprise. C'est toi qui nous as quittés, Sophie. Tu as rejeté tout ce que nous t'offrions. Que étions-nous censés faire ? Peut-être agir comme des parents qui aiment leur enfant inconditionnellement, ai-je suggéré. Les mots sont sortis plus vifs que je ne l'avais prévu, la blessure étant encore sensible malgré des années de guérison. Mon père a fait un geste de dédain. Nous t'avons donné tous les avantages, toutes les opportunités. Le poste dans mon entreprise t'aurait mise à l'abri pour la vie. Au lieu de cela, tu as choisi de tout jeter pour un quelconque projet sur Internet. Ce projet sur Internet, comme tu l'appelles, est la raison pour laquelle je peux maintenant me permettre de posséder ce club, ai-je souligné. Et je l'ai construit sans les avantages que tu juges si essentiels. Sans relation familiale, sans soutien financier, juste avec du travail acharné et de la détermination. L'expression de mon père a vacillé, quelque chose comme un respect réticent traversant ses traits avant de disparaître derrière son masque habituel de jugement. Toute sa vision du monde était remise en question par mon succès. Jessica, qui était restée silencieuse, a finalement parlé. J'ai essayé de t'appeler, dit-elle doucement. La première année, quelquefois. Ton numéro avait changé. J'ai regardé ma sœur, la voyant vraiment pour la première fois de la soirée. Elle avait toujours été la fille parfaite, suivant le scénario écrit par nos parents. Pourtant, quelque chose dans ses yeux suggérait que cette perfection avait un coût. Il a changé, en effet, ai-je reconnu. J'ai dû prendre un nouveau téléphone quand je ne pouvais plus me permettre le forfait familial. Jessica a hoché la tête, jetant un rapide coup d'œil à nos parents avant de continuer. J'ai trouvé ton entreprise en ligne il y a quelques années.
J'ai commandé des choses. Je pensais que tu verrais peut-être mon nom, mais je suppose que tu as des employés qui s'occupent des commandes. La révélation m'a surprise. Ma sœur, la loyaliste de la famille, avait tendu la main à sa manière. Je pensais parfois à ton site web, a-t-elle poursuivi. Il avait l'air vraiment bien, professionnel. Je l'ai montré à une amie qui lançait une petite entreprise. Ma mère a interrompu, clairement mal à l'aise avec cette conversation parallèle qui l'excluait. Eh bien, c'est de l'eau qui a coulé sous les ponts maintenant, n'est-ce pas? Elle s'est éclaircie artificiellement. L'important, c'est que tu t'en sois bien sorti, et maintenant nous pouvons tous aller de l'avant en tant que famille à nouveau. J'ai étudié ma mère, me demandant si elle croyait vraiment que la réconciliation pouvait être aussi simple, que nous pouvions simplement prétendre que l'abandon n'avait jamais eu lieu. Son sourire est resté figé, mais ses yeux trahissaient une incertitude. Aller de l'avant nécessiterait une reconnaissance du passé, ai-je dit prudemment. Vous m'avez complètement exclu de vos vies quand je n'ai pas suivi le chemin que vous aviez choisi pour moi. Mon père a croisé les bras sur la défensive. Tu étais têtu et insensé. Nous essayons de te protéger exactement du genre de difficultés que tu as dû traverser. Mais ces difficultés m'ont tout appris ce que je devais savoir, ai-je répliqué, y compris comment me débrouiller seul sans utiliser le nom de la famille ou l'argent comme béquille. Ma mère a senti que la conversation prenait une tournure dangereuse et a tenté une autre redirection. Sophie, chérie, ne nous attardons pas sur les choses désagréables. Elle a fait un geste vers le bureau. Tu as clairement merveilleusement réussi. Nous sommes si fiers de toi maintenant. Son accent sur « maintenant » était léger mais sans équivoque. Maintenant que je réussis selon vos critères, ai-je clarifié. Seriez-vous fiers si je possédais un petit café ou si j'étais devenue enseignante? Ou si j'avais poursuivi la photographie comme je le voulais à l'origine? Ma mère a semblé véritablement confuse par la question, comme si la distinction n'avait aucun sens pour elle. Mais tu as réussi, a-t-elle répété, comme si cela réglait tout. Jessica m'a de nouveau surprise. J'aurais été fière de toi de toute façon, dit-elle doucement. J'ai toujours admiré le fait que tu savais ce que tu voulais. Mon père lui a lancé un regard acéré, mais Jessica a continué, plus forte maintenant. C'est vrai, papa. Sophie a toujours eu le courage d'être elle-même, même quand c'était difficile. Cette alliance inattendue a changé la dynamique dans la pièce. Ma mère regardait entre Jessica et moi, recalculant les alliances sociales comme elle le faisait toujours. Le visage de mon père s'est assombri à la réalisation qu'il pourrait perdre le contrôle du récit. Alors, où cela nous mène-t-il, a-t-il demandé. Prévois-tu de révoquer notre adhésion comme une sorte de vengeance? La question a révélé sa principale préoccupation. Pas notre relation, pas les années d'éloignement, mais son statut au club. C'était si prévisible que ça m'a presque rendu triste. Non, ai-je répondu simplement. Je ne vais pas révoquer votre adhésion. Un soulagement a traversé le visage de mes deux parents, rapidement masqué. Mon père a hoché la tête comme si c'était la seule décision sensée. Bien, ça aurait été mesquin. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de continuer. Mais je veux être clair sur les limites à l'avenir. Vous êtes les bienvenus ici en tant que membres, pas en tant que mes parents. Vous avez perdu ce privilège lorsque vous m'avez renié. Ma mère a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai continué à travailler à la reconstruction de ma vie après que vous m'ayez exclu de la vôtre. J'ai ma propre famille maintenant. Des gens qui m'ont soutenu quand je n'avais rien, qui ont cru en moi quand je luttais. Ils sont ma priorité, pas la reconstruction d'une relation avec des gens qui m'ont abandonné. La vérité crue a atterri lourdement dans la pièce. La mâchoire de mon père s'est crispée, peu habitué à ce qu'on lui parle de cette façon. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes que je soupçonnais être plus dues à son embarras social qu'à un remords sincère. Jessica s'est levée soudainement. « Je peux te parler seule une minute ?» a-t-elle demandé en jetant un coup d'œil à nos parents. Mon père a commencé à objecter, mais Jessica l'a interrompu avec une fermeté inattendue. « Il ne s'agit pas de toi, papa. » Surpris par son assurance, il s'est tu. J'ai fait un signe de tête à Jessica et j'ai désigné la petite salle de conférence attenante. « Nous pouvons parler là-dedans. » Ma mère nous a appelés, sa voix cassante de gaieté forcée. « Eh bien, nous attendrons ici alors. Prenez votre temps, les filles. » À l'intérieur de la salle de conférence, Jessica a fermé la porte et s'est tournée vers moi.
Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés, mesurant les changements que 5 années avaient opérés. Son extérieur parfaitement entretenu montrait de minuscules fissures, le léger pli entre ses sourcils, la tension autour de sa bouche qui n'était pas là avant. « Tu es belle, sauf, a-t-elle finalement dit. Différente, mais belle. Toi aussi, ai-je répondu. Bien que j'ai remarqué que tu as l'air fatigué. Elle a eu un petit rire sans joie. 3 enfants de moins de 5 ans, ça fait ça. 3. La dernière fois que j'ai su, tu étais fiancée à Antoine. Pas encore d'enfant. Elle a hoché la tête. Antoine et moi avons des jumeaux de 4 ans et une fille qui vient d'avoir 2 ans. Elle a hésité, puis a ajouté, je l'ai appelée Tamara. On l'appelle Tammy. La révélation m'a laissé sans voix. Ma sœur, qui était restée dans le giron familial, avait donné mon nom à sa fille. Avant que je puisse répondre, elle a continué, j'aurais dû te défendre, sauf, quand ils t'ont donné cet ultimatum. Je savais que c'était mal, mais j'avais peur de finir comme toi. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste un constat. Je comprends, ai-je dit. Tu avais plus à perdre que moi. Tu t'intégrais dans leur monde. Moi, jamais. Jessica a secoué la tête. Je m'intégrais parce que je me contorsionnais pour m'intégrer chaque jour. Elle a tordu sa bague de mariage distraitement. Sais-tu ce que j'ai réalisé en te regardant ce soir? Tu as l'air libre. Même en affrontant papa au plus fort de sa colère, tu avais l'air d'être complètement toi-même. Je le suis, ai-je dit simplement. Ça a été durement gagné, mais oui, je suis libre. Jessica a pris une profonde inspiration. Je veux ça pour mes enfants, surtout pour Tammy. Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que sa valeur vient de l'université qu'elle fréquente ou de l'homme qu'elle épouse. La conversation avait pris une tournure inattendue. Ma sœur, que j'avais toujours vue comme la fille parfaite, la participante volontaire à la machinerie sociale de nos parents, avait nourri sa propre rébellion silencieuse. « Voudrais-tu qu'on prenne un café un de ces jours ?» ai-je demandé. « Juste nous deux. Je pourrais rencontrer ma nièce et mes neveux. » Le sourire de Jessica a été la première expression sincère que j'avais vue d'un membre de ma famille ce soir-là. « J'aimerais beaucoup ça », a-t-elle dit. Quand nous sommes retournés au bureau, mes parents se tenaient près de la porte, ayant clairement discuté de stratégie en notre absence. Ma mère a immédiatement affiché son sourire social. « Tout va bien, les filles ?» Jessica a hoché la tête mais n'a pas élaboré. Je me suis mise derrière mon bureau, signalant que notre réunion de famille touchait à sa fin. Je devrais retourner au gala, ai-je dit. Et vous devriez rejoindre vos amis. Je suis sûr que les gens se posent des questions sur notre conversation. Mon père, pratique comme toujours, a abordé la préoccupation immédiate. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ce que vous voulez, ai-je répondu. Mais le fait que je sois la nouvelle propriétaire sera de notoriété publique dès demain matin, donc je vous suggère de vous adapter rapidement à cette réalité. Il a hoché la tête sèchement, d'homme d'affaires à femme d'affaires. Il ne s'excuserait jamais, ne reconnaîtrait jamais la douleur qu'il avait causée. Ce n'était pas le genre de Richard Dubois, mais ce léger signe de tête contenait une acceptation à contre-cœur de ma position, ce qui se rapprochait le plus du respect dont il était capable. Ma mère, toujours la navigatrice sociale, avait déjà commencé à reconstruire le récit dans son esprit. Je pouvais presque la voir planifier comment tourner cette révélation à son avantage, comment dès demain elle raconterait à ses amis qu'elle avait toujours su que j'avais un talent d'entrepreneur. Alors qu'il se préparait à partir, Jessica est restée en arrière. « Je t'appellerai demain pour le café », dit-elle assez fort pour que nos parents l'entendent. Ma mère s'est immédiatement emparée de cette ouverture. « Brunch en famille dimanche », a-t-elle suggéré vivement. Comme au bon vieux temps. J'ai croisé le regard de Jessica, j'ai vu son léger hochement de tête négatif. « Non, maman », ai-je dit fermement. Jessica et moi passerons du temps ensemble, juste nous deux pour l'instant. Si et quand je serai prête pour plus d'interactions familiales, je vous le ferai savoir. Mon père a pris le bras de ma mère. Viens, Éléonore, nous avons des invités qui attendent. Son ton était contrôlé, mais j'ai reconnu la patience forcée qu'il utilisait lorsqu'il était particulièrement en colère. Ils sont partis sans un autre mot. Mon père, le dos droit et rigide, ma mère s'accrochant à son bras peut-être plus fort que nécessaire. Jessica m'a jeté un dernier regard, un mélange d'excuses et de promesses avant de les suivre. Je suis resté dans mon bureau pendant plusieurs minutes après leur départ,
digérant la rencontre. Cela s'était passé à la fois mieux et moins bien que je ne l'avais imaginé. La confrontation n'avait pas fourni la catharsis dont j'avais parfois fantasmé, mais elle avait clarifié les choses et établi de nouvelles limites. Plus surprenant encore, elle avait révélé la possibilité d'une reconnexion avec Jessica, quelque chose que je n'avais pas osé espérer. Prenant une profonde inspiration, j'ai ajusté ma robe et me suis préparé à rejoindre le gala. La nuit était loin d'être terminée, et j'avais un club à diriger. Les semaines qui ont suivi le gala se sont déroulées de manière imprévisible. La révélation de ma propriété a provoqué des remous au sein de la communauté du club, avec des réactions allant de la fascination à l'admiration, en passant par une joie mauvaise à peine dissimulée à l'égard de mes parents. Certains membres de longue date m'ont approché avec des félicitations maladroites, ne sachant manifestement pas comment gérer le drame familial dont ils avaient été témoins. D'autres ont fait comme si rien d'inhabituel ne s'était produit, maintenant la fiction polie qui avait toujours régi les interactions du club. Mes parents se sont adaptés à leur manière caractéristique. Mon père me traitait avec une politesse formelle lorsque nos chemins se croisaient, me reconnaissant avec le même respect distant qu'il témoignait à ses concurrents commerciaux. Ma mère a tenté à plusieurs reprises d'organiser des réunions de famille, envoyant des invitations élaborées pour des brunchs et des événements festifs comme si notre brouille n'avait été qu'un simple contretemps d'agenda plutôt qu'une rupture complète. J'ai maintenu les limites que j'avais établies. Lorsque les réunions de comité exigeaient ma présence et que mon père y assistait, j'étais professionnelle mais distante. Lorsque ma mère m'approchait avec des invitations mondaines, je déclinais poliment mais fermement. J'avais passé des années à construire une vie sans eux. La réconciliation, si elle devait un jour avoir lieu, se ferait à mes conditions et à mon rythme. Le développement le plus significatif a été ma nouvelle relation avec Jessica. Notre rendez-vous pour un café s'est prolongé sur 3 heures alors que nous commencions le processus délicat de nous redécouvrir en tant qu'adultes. Elle a apporté des photos de ses enfants, y compris de la petite Tamara, dont les expressions sérieuses et le menton déterminé rappelaient de manière surprenante mes propres photos d'enfance. J'ai appris que le mariage de Jessica avec Antoine était plus un partenariat qu'une passion, une union de milieux compatibles et d'attentes sociales partagées. Elle parlait avec un pragmatisme résigné des choix faits pour plaire à nos parents, des opportunités manquées pour maintenir l'harmonie. Chaque révélation m'a aidé à comprendre pourquoi elle était restée alors que j'avais fui, et les différents types de courage que nous avions chacune montrés. Le plus surprenant a été d'assister au pas progressif de Jessica vers l'indépendance. Après notre reconnexion, elle s'est inscrite à un cours de photographie, quelque chose qu'elle avait secrètement envié dans mes premiers intérêts. Elle a commencé à apporter son appareil photo à nos rencontres, me montrant des images qui révélaient un véritable talent pour la composition et la lumière. Lorsqu'elle a avoué qu'Antoine et nos parents rejetaient son nouveau passe-temps comme étant futile, j'ai reconnu le schéma familier et l'ai encouragé à continuer malgré tout. 3 mois après nos retrouvailles, Jessica avait commencé à amener ses enfants me rendre visite à l'insu de nos parents. La petite Tamara, à 2 ans, était trop jeune pour comprendre les complexités des dynamiques familiales, mais elle m'a tout de suite adopté, reconnaissant peut-être quelque chose d'elle-même dans mon attitude. Les jumeaux, Michel et Jacques, étaient initialement timides, mais se sont détendus lorsque je les ai emmenés voir les zones de maintenance du club, leur montrant comment les voiturettes de golf étaient réparées et les laissant aider le jardinier à nourrir les carpes koi dans le bassin d'ornement. Ces après-midi volés avec ma sœur et ses enfants sont devenus de précieux repères dans ma routine hebdomadaire. Quand Jessica a admis qu'elle avait commencé à mettre de l'argent de côté sur un compte privé, un fonds d'urgence qu'elle gardait caché d'Antoine et de nos parents, j'ai reconnu cela comme un acte de préservation de soi, petit mais significatif. Elle ne prévoyait pas de quitter son mariage, a-t-elle expliqué, mais elle avait besoin de savoir qu'elle le pouvait si le fait de rester devenait un jour insupportable. Pendant ce temps, ma vie continuait d'évoluer au-delà du drame familial. Le club a prospéré sous ma direction, le nombre de membres augmentant à mesure que la nouvelle de notre approche plus inclusive et de nos installations modernisées se répandait. Martin et moi avons développé un partenariat professionnel solide, mettant en œuvre des programmes qui honoraient les traditions du club tout en s'adaptant au temps changeant. Ma famille choisie s'est également élargie et approfondie. Diane, mon mentor de ces premiers jours difficiles, est devenue une partenaire de golf régulière et une conseillère de confiance pour de nouvelles entreprises. Alex, qui m'avait soutenu au plus bas, dirigeait maintenant ma fondation philanthropique, orientant les ressources pour aider les jeunes entrepreneurs sans système de soutien familial. Pour le premier anniversaire de l'achat du club, j'ai organisé un événement d'appréciation du personnel. Debout au micro pour remercier les personnes qui avaient rendu notre succès possible, j'ai aperçu mes parents assis à une table éloignée.
Ils n'avaient pas été invités spécifiquement, mais en tant que membres, ils avaient le droit d'y assister. Ma mère me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait interpréter, quelque chose entre la fierté et le regret. Mon père hochait légèrement la tête pendant que je parlais de croissance commerciale et d'investissement communautaire, le langage qu'il comprenait le mieux. Cette vue ne déclenchait plus ni douleur ni colère. Au lieu de cela, je ressentais une paix complexe. Ils n'étaient plus le centre de mon univers, les arbitres de ma valeur. Ils étaient simplement des personnes qui avaient joué un rôle important dans ma jeunesse, des individus imparfaits qui avaient fait de leur mieux dans les limites de leur propre compréhension. Ce soir-là, après l'événement, je me suis assise dans mon bureau, réfléchissant au parcours qui m'avait amené ici. La jeune femme effrayée qui était partie de chez elle avec rien d'autre que de la détermination et quelques possessions avait été transformée, non seulement par le succès, mais par le processus de construction d'une vie fidèle à ses propres valeurs. Le rejet douloureux qui m'avait autrefois défini était devenu simplement un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. J'ai alors réalisé que la véritable guérison ne vient pas de la justification ou même du pardon. Elle vient de la construction de quelque chose de nouveau et de significatif à partir des morceaux brisés du passé. Elle vient de la découverte de sa propre valeur, indépendamment des attentes des autres. Elle vient de la création de limites qui protègent votre paix et du choix de relations qui nourrissent votre moi authentique. Le country club qui avait autrefois symbolisé tout ce que je ne pouvais pas être était devenu, ironiquement, la scène de ma plus grande croissance. Non pas parce que le posséder prouvait quoi que ce soit à mes parents, mais parce que le chemin vers cette propriété m'avait tout prouvé à moi-même. La famille est compliquée. Celle dans laquelle vous êtes né n'est pas toujours celle qui vous soutient. Les personnes qui partagent votre sang peuvent ne pas partager vos valeurs. Le plus grand acte de courage n'est parfois pas de tenir tête aux autres, mais de se défendre soi-même, de choisir son propre chemin, même lorsqu'il est solitaire et incertain. Si vous regardez ceci et que vous vous sentez rejeté par ceux qui devraient vous aimer inconditionnellement, sachez que votre valeur n'est pas déterminée par leurs limites. Construisez votre vie malgré tout. Trouvez vos personnes, poursuivez vos passions, créez votre propre définition du succès. Le voyage sera plus difficile sans le soutien que d'autres tiennent pour acquis, mais la force que vous découvrirez en vous-même vous portera plus loin que vous ne pouvez l'imaginer.